Aujourd'hui, on accueille Benjamin et Arthur. Comment allez-vous? Très bien, Heu, merci. Et vous? très, très bien. La patate. Bon bah, parfait. On va avoir donc Benjamin et Arthur pour la première partie de cette émission, qui vont nous parler d'un sujet vraiment important. Puis pour la seconde partie, qui sera aux alentours de 13h, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, on verra bien, comment tout cela va se goupiller. On va pouvoir accueillir Céline, Angie et Sonia qui, elles, vont nous parler de comment elles sont fatiguées d'être des femmes qui parlent du fait d'être une femme dans la tech. Donc c'est un angle qui est rarement vu, qui va être assez drôle et ô combien réaliste. Je vois le compteur des viewers qui est en train d'augmenter. Donc bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont en train de nous rejoindre. On n'a pas encore commencé, vous avez de la chance. Je suis en train d'étirer la timeline pour que vous ne loupiez pas quoi que ce soit. Alors, on a un petit écho, par contre, je ne sais pas si de chez qui. Est-ce que, hop, je vais devoir couper des micros, hein, je suis désolée. Tac. Donc, normalement, on devrait plus avoir de. Voilà. Donc, c'est normal, impeccable. Si vous êtes là en commentaire et que vous entendez bien tout correctement à présent, n'hésitez pas à le dire eh bien, en espace commentaire. Bonjour Céline, bonjour, bonjour. Mais dis donc, il y en a qui sont vraiment sur le pont tous les jours, hein, c'est incroyable. Bon, alors maintenant qu'on a bien étiré la timeline, je vais quand même laisser. Merci pour. Hop, le son est bon, le ciel est bleu, voilà. C'est merveilleux. Alors, je vais hop, réouvrir le micro de Benjamin et d'Arthur. Normalement, je pense que Arthur va pouvoir le rétablir lui-même. Oui. Désolée, j'ai dû mute pour éviter l'écho. Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui est vraiment important. C'est comment on accepte mieux la différence psy dans la tech ou ailleurs, parce que je pense que vous l'avez bien précisé. Les conseils que vous préconisez sont applicables partout, finalement, dans n'importe quel type d'industrie. Je vais commencer par Benjamin. Qui es-tu, Benjamin? Pourquoi parles-tu de Qui cela? suis-je? Donc, je m'appelle Benjamin Dovissa. Moi, je suis développeur Java depuis le siècle dernier, on va dire. Donc, ça fait 24 ans que je bosse. En 2014, on m'a diagnostiqué bipolaire, puis HPI, puis d'autres trucs par la suite. Donc, ça a été la découverte d'un nouveau monde, on va dire. On peut me retrouver éventuellement sur Twixter pour ceux qui ont encore le courage d'y être, sur Blue Sky pour les autres, avec le handle Bedovissa, et je travaille actuellement chez Adly, une société spécialisée dans les moteurs de recherche. Voilà, depuis un peu plus d'1 an, et j'y suis très heureux. C'est top. Merci beaucoup pour cette présentation, Benjamin. Et toi, Arthur, du coup, qui es-tu? Pourquoi parles-tu de ce sujet plus qu'important désormais? Alors, je suis Arthur, je suis un développeur back-end. Je suis nouveau senior, en fait, junior senior ou senior non, plutôt junior senior. Ouais. Voilà, qui a été diagnostiqué bipolaire en 2014, donc au tout début de ma carrière, en fait. Voilà, je travaille actuellement chez Designit et j'ai fait beaucoup de boîtes différentes. J'ai un peu vagabondé et j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui revenaient dans la façon dont j'étais différent, et dont j'étais dans mon expérience par rapport à ça. Et j'ai voulu en parler. Super. Non, mais c'est important. Vraiment, je vous remercie de prendre la parole sur ce sujet parce que c'est presque tabou, même si je pense que le sujet se démocratise de plus en plus. C'est aussi pour ça que nous, on voulait, vous laisser, la scène pour pouvoir expliquer votre vision des choses, ce que vous avez pu, vivre et parcourir autant, d'un point de vue, perso, mais l'impact du perso sur le pro et voir comment on réussit à créer de meilleures mesures d'inclusion quant à les différences psy et comment on a des bons leviers d'action. Je vais vous laisser la scène. Comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer, eh bien, ce que vous préconisez. Messieurs, un grand merci. Ah oui, petit point, la caméra d'Arthur n'est pas activée et c'est normal, donc faites pas de commentaires par rapport à ça dans les commentaires. C'est juste qu'il y a un petit souci technique et c'est pas du tout un problème pour nous. Donc voilà. Donc oui,
par rapport à ça, si vous avez besoin de choses par rapport à l'accessibilité, n'hésitez pas à activer les sous-titres sur votre plateforme. Comme ça, vous pouvez avoir du speech to text, sans forcément passer par la lecture des lèvres. Voilà, comme ça, c'est dit. Je vous laisse la scène, messieurs. Un grand merci et à tout à l'heure. Maintenant qu'on s'est présenté, on va attaquer un petit peu. Ouais. La bipolarité, les différences psy, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une différence ou un handicap? Arthur, je te laisse. Oui, alors c'est quelque chose qui, une question qui m'a, la notion de comment on aborde cette question de différence psy, ne serait-ce que dans la façon dont on choisit ses mots, a toute une influence sur l'angle dans lequel on va aborder la chose. Par exemple, si on parle de maladie, on va tout de suite l'aborder sur un angle clinique. Si on parle de handicap, ça va être plutôt social ou sociétal. Et si on parle de différence, ça va plus être de l'ordre du relationnel. Et ce triple, ce dont on veut parler, c'est un peu tout ça à la fois. Et on parle d'atypie, on parle de différence, de handicap, on parle de maladie psy. Tout ça, c'est toujours le même phénomène, in fine, dont on a envie de parler ici. Alors là, j'ai voulu présenter le côté handicap sur les faits ici. Qu'est-ce que c'est que le handicap psy? C'est des larges différences en forme et en gravité. Donc il y a plein de façons d'être atypique psy et notamment d'être handicapé psy. C'est quelque chose qui est un handicap parce que ça nous impacte dans la façon dont on va être capable de travailler et dont on va pouvoir toucher des revenus, accéder aux revenus. Donc, il y a une étude qui a été faite sur les handicapés psy aux États-Unis qui mentionne que il y a 50% de revenus en moyenne en moins pour les personnes qui sont reconnues handicapées mentales. Donc, c'est-à-dire, on prend leur capital accumulé à 40 ans, la somme de leur bulletin de salaire, c'est 50% de moins aux US pour les personnes qui sont concernées. Et c'est variable par handicap. Donc, par exemple, il y a, comme je dis, il y a un spectre large de forme et de gravité. Donc, on va être sur quelque chose de complètement différent, sur quelqu'un qui est touché enfin, touché, c'est très, qui a un ADHD léger, ou quelqu'un qui a une schizophrénie plus lourde, ou alors quelqu'un qui est autiste sur le spectre de l'autisme. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois très, très, très différent dans la façon dont ça va se manifester et dans la lourdeur que ça peut être aussi, même au sein d'une atypie, il va y avoir des spectres différents. Et pourtant, la majorité d'entre nous vont être jugés aptes au travail. Et ce fait-là est assez injuste parce que, en fait, on a à la fois le fait qu'on est handicapé, mais sans forcément de reconnaissance type travailleur handicapé pour la plupart d'entre nous. Et, et il y a cette injustice continue plus loin, mais le problème sociétal est le suivant, c'est que le handicap en général, mais celui-là en particulier, est mal accompagné dans la société. C'est un peu du tout ou rien. Soit on est jugé inapte, soit on est jugé apte, et on est en grande majorité jugé apte, même si en fait c'est plus complexe que ça. Je vais te laisser la parole, Benjamin. Ouais, il y a une chose également aussi qu'il faut voir, c'est qu'on parle de handicap et ce mot est porteur d'un poids social. C'est-à-dire, moi, quand on m'a diagnostiqué, non, je suis pas handicapé, je veux pas être handicapé. Alors que finalement, c'est pas une honte, c'est rien. Mais si on me dit la bipolarité peut être perçue comme un handicap, ma première réaction à moi, c'était du rejet. Non, je ne suis pas handicapé. Donc c'est quelque chose qui est pas facile à accepter, ne serait-ce que par notre propre vécu, avant de le confronter aux autres personnes. On a une perception sociale sur tout ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un handicap, on parle de handicap psy, c'est très souvent un handicap invisible, ça se voit pas, on n'a pas de signe extérieur d'une différence psy. Et on va également avoir de la peur des deux côtés, c'est-à-dire qu'on va avoir la peur de la personne en face de nous qui ne va pas comprendre, et nous, la peur d'en parler, parce qu'on a peur du rejet ou de mal être perçu.
Arthur, je te laisse Oui. continuer sur ce point. Et moi, je sais qu'on est aussi de fait, par nos atypies, peut-être soumis à des réactions qui peuvent être plus irrationnelles que la moyenne. Et cette chose-là, comme il y a un effet reflet dans toute interaction sociale, on peut se rejeter la peur qu'on projette l'un envers l'autre. Et ça va, in fine, résulter à du rejet. Et la dernière chose, les aménagements quasi inexistants, c'est vrai encore une fois, comme on est jugé apte et que c'est invisible, les personnes ne savent pas qu'on a atypique psy, eh ben, en fait, il y a aucune raison de faire le moindre effort entre guillemets sur ça. Ce qui fait qu'on a une accessibilité au travail qui est très limitée, et notamment même si on est partiellement apte, cette reconnaissance d'être partiellement apte va pas se retranscrire dans le fait qu'on va pouvoir être capable de travailler à notre pleine capacité. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu, moi, de mon expérience personnelle. Ça a commencé très tôt, dès l'école. Comme, je pense pas mal de personnes neuroatypiques, il y a eu du harcèlement scolaire. Après, comme j'aime bien la continuité, j'ai eu droit à du harcèlement professionnel quand je suis rentré dans la vie professionnelle. Donc finalement, j'étais toujours en terrain connu, pas forcément agréable, mais toujours connu. Ça m'a Ça a fait que j'étais très introverti au niveau au niveau de l'expression. J'osais pas m'affirmer, j'osais pas donner mon avis sur des réunions, par exemple. Ça entraînait, un trac très important s'il y avait besoin de prendre la parole en public. Et dans mon premier boulot, il a fallu que je fasse des formations, donc c'était très compliqué d'assumer ces formations avec ce trac, derrière. Et donc forcément, avec tout ça, je dirais que la conséquence, c'était, la dépression qui a suivi parce que, c'est toujours un poids à porter. On essaye de masquer un petit peu ce qu'on vit pour pas inquiéter son entourage, parce qu'on le vit au boulot, mais il faut qu'à la maison ça aille, que dans la famille ça se passe bien. Mais oui, la dépression, c'est un compagnon, qui nous accompagne, qui nous suit pendant très longtemps. Il y a la chanson «Hello Darkness, My Old Friend», c'est typiquement ça. C'est quelque chose dont on se débarrasse pas définitivement, qui est toujours un petit peu là. On la voit de temps en temps repointer le bout de son nez, et avec l'expérience, je me rends compte que je réussis maintenant à l'apprivoiser et à la minimiser. Elle est là, mais j'arrive à vivre avec. Bon, forcément, un petit syndrome de l'imposteur, histoire de, faire une petite cerise sur le gâteau. Et en 2014, le diagnostic, avec une psychiatre qui, fait que, à partir du moment où on m'a donné les clés, j'ai compris ce que j'avais, ce que j'étais, et j'ai pu, à partir du moment où je comprends, je peux mettre en place des actions pour avancer. Donc, ça n'a pas été très compliqué, de, communiquer sur ce que j'étais, d'être transparent avec mes collègues, ceux en qui j'avais confiance et celles en qui j'avais confiance, mais, voilà, c'était quelque chose d'important pour moi d'en parler, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour continuer à en parler. Si ça peut toujours aider une personne, ça sera toujours intéressant. Voilà, et je repasse la parole à Arthur. Oui, alors nos expériences sont différentes, bien qu'on ait été hospitalisés la même année, mais moi j'ai été hospitalisé assez tôt dans ma vie d'adulte. J'étais jeune adulte encore, pendant un stage de fin d'études, dans lequel j'ai un peu fait péter les plombs, on va dire ça comme ça. Expérience de délire, de choses un peu invraisemblables. J'étais du coup hospitalisé pendant plusieurs mois, donc c'est pas forcément agréable parce que c'est sous la contrainte. Mais j'en suis sorti déprimé, et un peu lessivé. J'ai voulu reprendre mon stage assez rapidement parce que j'avais besoin d'une activité, j'avais besoin de réinsertion sociale, j'avais besoin de continuer à exister en somme quelque part.
Et c'était trop tôt. Je pense que en plus de quoi, j'ai expérimenté, le fait que, mon patron de l'époque était quelqu'un de plutôt psychophobe, je pense, dans le sens où, validiste. C'est-à-dire que si j'étais pas, au top du top, je valais rien, en gros. Donc j'ai, notamment il m'a terminé mon stage, hein, on parle bien d'un stage, me coupant d'une photo, d'équipe. Donc il a été coupé, par un moyen informatique, le fait que j'étais présent sur ce lieu et endroit. Je l'ai soulevé, sur un chat, et il m'a appelé pour me dire que j'essayais de monter l'équipe contre lui et que j'avais un impact très négatif sur l'équipe et qu'il fallait que je m'en aille, que je reste chez moi. Donc stage terminé sur reconduction. Suite à ça, j'ai eu 1 an et demi de chômage parce que dépression, parce que plein d'entretiens un peu partout en France. Je ratissais très, très large. J'avais envie de partir de chez mes parents, mais j'y arrivais pas. Je ratissais très, très large sur toute la France, des entretiens sur à peu près n'importe quoi. Mais ça le faisait pas en entretien. J'avais les mains qui tremblaient parce que je prenais un médicament qui faisait trembler. J'avais, tout un tas de problèmes de confiance en moi, suite à mon expérience pro et des expériences en plus, de type, atypie, normale, du fait de ma maladie. Suite à quoi j'ai eu un 1er emploi, pas payé grand chose, CDD, où on m'a demandé de travailler 40 à 45 heures par semaine. Je l'ai fait pendant 6 mois et ça m'a permis de commencer ma carrière professionnelle et j'ai rebondi d'employeur en employeur jusqu'à trouver aujourd'hui une situation qui me convient. Et récemment, j'étais tellement confiant qu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait une expérience assez simple. C'est que j'ai dit aux employeurs, «Je veux bien changer d'emploi, mais je suis bipolaire et j'aimerais qu'on aménage mon poste de travail. Qu'est-ce que vous en pensez?» Et là, on m'a commencé à me demander: «Mais quels aménagements vous entendez?» Alors j'ai avancé des choses qui sont simples, hein. J'ai demandé qu'on me fasse moins de stress, des choses sur lesquelles on peut s'engager sans difficulté. Et j'ai eu de la surprise de voir que en fait, beaucoup d'entreprises, m'ont rejeté pour, le fait de demander, d'être moins stressé. Mais je vais en parler, un peu, juste après. Hem, à moins que Benjamin, tu veux rajouter quelque chose? Non? Non, 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 je te laisse continuer. Donc moi, ce qui m'a premièrement frappé quand j'ai fait face à ma différence par rapport aux autres, c'est qu'en fait, moi, tous les gens que je connaissais de l'école d'ingénieur avaient trouvé un emploi dans les 6 mois, qui sortaient leur diplôme et moi, j'ai mis 1 an et demi à être recruté. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai eu tant de difficultés à être recruté, c'est parce que l'entretien d'embauche, a des choses qui vont de façon implicite, sans que ce soit, de la discrimination propre, qui vont réduire mes chances d'être recruté. Et notamment, il y a une chose qui est très courante dans les entretiens d'embauche, c'est ce que j'ai appelé le deep dive sur la personnalité de la personne candidate. Donc c'est-à-dire, on va essayer de voir comment la personne est motivée, qu'elle a de l'entrain, qu'elle est positive, qu'elle a envie de contribuer. On va poser des questions un peu vagues sur ses qualités, ses défauts et cetera. Et on va essayer de cerner la personne pour, en fait, que ça comble, voir si cette personne peut combler l'image psychologique idéale qu'on aurait d'un employé modèle. Et ça, presque tous les gens qui font des entretiens d'embauche le savent, il faut mentir sur ces questions-là, il faut faire beaucoup de paraître, il faut sourire, il faut être, avenant, il faut être le moins possible soi-même en réalité. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est peut-être plus compliqué que la plupart des gens. Et je vais laisser, parce que j'ai beaucoup parlé, laisser Benjamin continuer et enchaîner sur la suite. Ouais, effectivement, le cultural fit, ce genre de choses n'est pas forcément simple à appréhender. Personnellement, quand on me demande de rentrer dans une culture d'entreprise et de faire
des temps collectifs, du team building, des trucs comme ça, il y a certaines choses qui pour moi sont une véritable épreuve. C'est-à-dire si on me dit allez, on va aller faire un karaoké, même pas vous me faites monter sur scène, c'est hors de question. Pour moi, chanter est une chose. Déjà, je chante faux, donc ça serait pas gentil pour vous. Mais c'est une manière de m'exposer que je ne peux pas concevoir. Donc ça va poser certains problèmes. Bon, après, on parle de jugement d'apparence. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait que le fait qu'on était sur des handicaps invisibles. Quand on a un handicap psy, on peut avoir non pas une visibilité de ce handicap, mais par contre, on peut avoir une apparence qui peut être jugée comme laissée aller. C'est-à-dire, typiquement, moi, la mode, c'est le truc dont je ne vais jamais m'occuper. Un jean, un t-shirt, je suis heureux. Mettre une chemise, ça me gonfle. Enfin, voilà, c'est le genre de choses qui, pour moi, sont des petits détails qui prennent beaucoup d'importance si on me demande d'aller à l'encontre de ça. Donc voilà. Maintenant, si on passe un petit peu sur la suite, un manager qui va s'occuper de recruter une manager, pardon, qui va s'occuper de recruter et de travailler avec des atypiques, doit faire attention à plusieurs points, notamment le fait qu'un atypique va essayer de surcompenser. C'est-à-dire de masquer un petit peu ses réactions naturelles pour rentrer dans le moule. Et ça demande une énergie monstrueuse, ce genre de choses. Donc, il y a un risque d'épuisement qui peut être assez important. Personnellement, j'ai eu la chance de toujours pouvoir dialoguer avec mes responsables en leur disant ça je peux pas, et j'ai toujours été entendu. À partir de 2014, hein, j'entends, pas avant. Et j'ai toujours été entendu, et je me rends compte que c'est une chance rare. Donc j'ai pas expérimenté trop de violence à ce niveau-là depuis que je communique sur le sujet. Oui, je me permets d'intervenir. Oui. Cette remarque de surcompensation, ça me fait penser, enfin, c'est une expérience que j'ai voulu inclure ici, qui est pas spécialement la nôtre, Benjamin ou moi, mais j'ai eu le témoignage d'une personne atypique psy qui m'a dit que son première expérience de recrutement, de travail et de vie dans l'entreprise a été un burn-out au bout de moins d'un an. Parce qu'en fait, elle s'est retrouvée dans une position où la personne qui était hiérarchiquement supérieure à elle avait des attentes irréalistes, par rapport à son engagement, par rapport à son implication et par rapport à sa capacité de fournir du travail. Et même si le problème est que ces attentes irréalistes étaient fournies. C'est-à-dire que la personne faisait tout ce qu'elle pouvait et a mis tout l'effort et l'énergie qu'elle pouvait pour essayer d'y pallier. Alors que peut-être que quelqu'un de moins atypique aurait mis des barrières plus tôt, aurait eu un rythme plus sain, aurait mis des limites plus rapidement et aurait été moins victime de cette forme de prédation, si je peux l'appeler comme ça. Voilà. Ouais. Le point faire du feedback avec tact est intéressant. Il y a quelques années, j'ai un collègue qui m'avait parlé d'un truc qu'on appelle la communication non violente, des accords Toltec, etc. Moi, j'ai retenu un point précisément dans tout ça, c'est ne pas présumer. C'est-à-dire, quand on échange avec une personne, ne pas présumer qu'elle comprend tous les sous-entendus qu'on va mettre, et ne pas présumer qu'on a compris exactement ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr, il vaut mieux demander que de partir sur une potentielle fausse compréhension. Voilà. Et alors effectivement, après, le fait de préférer rester en retrait lorsque tout va bien, bon, on peut se reculer. C'est quelque chose. Moi, j'essaye de plus trop le faire maintenant. Je crois que mes collègues actuels pourront dire que ça va, je reste plus trop en retrait. Mais voilà. C'est surtout à l'attention du manager et d'essayer une portion d'autonomie suffisante. Oui, mais il y a le fait, en fait, ce que je voulais dire, c'est que rester en retrait, c'est pendant très longtemps, quand ça allait bien, j'étais invisible dans l'équipe. Oui.
je me montrais pas, c'est-à-dire je faisais pas savoir ce que j'avais fait. Un jour, on m'a dit: «Il y a le Ah! savoir-faire et le faire savoir» et vis-à-vis de mon manager, moi, si tout allait bien, j'essayais de me fondre dans la masse, je me cachais sous mon bureau, je faisais en sorte de ne pas être visible, pour ne justement ne pas risquer d'attirer une mauvaise critique. Mmh. Il y avait également ce Je vois. point-là, c'est pour ça. Je vois. Non, mais très intéressant. Je pense que c'est lié à ton vécu, par rapport au harcèlement, très probablement. C'est ça. OK, oui, c'est intéressant. Donc puis après oui, développer l'écoute et l'échange effectivement, ça c'est un peu ce que je disais sur la communication non violente, c'est être capable d'écouter réellement et pas juste d'entendre un son et de l'interpréter. Aller plus loin et essayer de clarifier s'il y a la moindre ambiguïté. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce point, Arthur? Non, du tout. Je pense que ça, Non. c'est très bien. Alors ouais, donc on fait, là vous avez vu, on essaie d'un peu de balayer, ce qui peut être la vie d'entreprise, pour une personne atypique et les obstacles et les choses qui peuvent être, problématiques. Quelque chose qui va s'appliquer pour le coup beaucoup à des postes techniques, et qui moi m'a beaucoup aidé et je pense que Benjamin partage cette expérience, mais je le laisserai parler, en son nom. C'est le cadre agile, a énormément favorisé ma capacité à appréhender la vie au quotidien dans l'entreprise et j'explique pourquoi. La première chose, c'est qu'on a des rythmes qui cadrent et des rituels, pardon, qui cadrent et qui rythment ce qu'on va faire, donc le fait d'être cadré et c'est très structurant mentalement et ça permet d'avoir le fait d'avoir une routine, c'est quelque chose qui va apaiser l'anxiété et cetera. Avoir des attentes soutenables, c'est intéressant, à plein de points de vue, non pas seulement pour les atypiques évidemment, hein, mais pour le fait de se dire qu'on c'est prêt quand c'est prêt finalement et qu'il y a pas de raison de forcer un rythme, insoutenable qui, ultimement peut mener à des expériences, très négatives. C'est aussi, la sociabilisation via la collaboration, donc les instants de pair programming, les moments où, on fait des réunions, où tout ça existe, ça permet de se sociabiliser, de pas rester seul dans son coin. Donc il y a certains métiers où on peut rester seul, une grande partie de la journée. Moi, c'est pas mon expérience en tant que développeur et je remercie, le cadre agile pour ça. Il y a des changements, réguliers qui évitent le bore-out, donc des changements de process, des changements de façon de faire, des moments, plus divers que juste, on fait notre travail, au quotidien, et donc ça, c'est intéressant aussi et voilà et après tout ça, il y a bien sûr, la philosophie fondamentale de l'agile que j'ai reprise, c'est le parti pris pour favoriser la discussion, l'échange, l'adaptation sur le reste. Donc on est des personnes qui peuvent avoir besoin d'adaptation, quelle qu'elle soit et c'est important que ça prenne le pas sur le fait de, normaliser quelque chose qui soit identique pour tout le monde. Voilà. Ouais. De mon côté, l'agilité, je suis tombé dessus un peu par hasard. C'est-à-dire, j'ai un très bon ami, Alexandre, qui m'en a parlé un jour. Il m'a parlé de Scrum exactement et le premier truc que j'ai vu et qui, moi, m'a absolument happé dès le début, c'est on travaille en équipe et pour moi, travailler en équipe, à ce moment-là, vu que j'étais dans une position de harcèlement, ça m'a permis enfin, l'idée que j'avais, c'est: «Je vais me fondre dans la masse, je vais disparaître dans l'équipe et donc je serai moins attaqué» et par la suite, j'ai, commencé à étudier vraiment tout ce qui faisait l'agilité et tous les points qui ont été soulevés par Arthur, effectivement, moi, ce sont des choses qui m'ont aidé à vivre, à me cadrer, à ordonner mon travail, à avancer et ça m'a aussi bien aidé dans la vie professionnelle que dans la vie, perso. Dans la vie perso, il y a certaines choses que je fais en agile parce que ça me permet d'être plus à l'aise, tout bêtement. Donc c'était pour moi une bonne solution et
Et c'est pour ça que je réagis toujours un peu vivement sur le réseau quand je vois des gens qui disent: «Ouais, agile, c'est tout pourri». Parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a tellement aidé que j'ai toujours du mal à rester, mesuré, on va dire, quand j'ai des personnes en face de moi qui sont, avec un point de vue totalement, opposé. Maintenant, si on regarde comment faire mieux au niveau de la vie d'équipe, au niveau des comportements, ce qui est plutôt bien, accepté de part et d'autre, hein. À chaque fois, il y a pas d'injonction, «Hey les chefs, soyez gentils avec nous». C'est nous de notre côté également. C'est il y a une écoute sans jugement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand, un de mes responsables me fait une remarque, avant de me sentir agressé, je vais demander, des précisions parce que si ça se trouve, je me sens agressé alors qu'il y a pas d'agression. Donc ça marche vraiment dans les 2 sens. Et donc par contre, ce qui sera négatif, ça sera agressivité et préjugés parce que ça va être, encore une fois, c'est ce qu'on disait sur, la communication non violente, ne pas préjuger des intentions de la personne en face, parce que derrière, on va partir sur des fausses idées qui vont, pourrir une relation, alors qu'il y a pas forcément lieu qu'elle soit pourrie. Arthur? J'ai rien à ajouter. Je pense que c'est assez simple, assez clair. En fait, on peut avoir une ambiance qui peut être, pleine de préjugés, d'agressivité sans que ce soit perçu comme ça, mais simplement parce qu'on a un humour un petit peu, comment dire? Un peu sadique, dans c'est-à-dire, un humour où on aime bien rire des autres, on aime bien rire de leur atypie. C'est quelque chose qui va être vécu de façon extrêmement négative pour la personne qui en est victime, même si, c'est pas une expérience, qui est fondamentalement vécue comme blessante par la personne qui en est l'auteur. Donc c'est vrai que c'est important de toujours rester, dans une démarche, d'écoute, même quand on parle, savoir si on est bien accepté, bien reçu et d'ajuster son discours, en fonction. Je te laisse Heu, continuer. OK, d'autres comportements qu'on aimerait promouvoir, c'est la compréhension, l'empathie par rapport à l'injonction à la positivité. Donc c'est par exemple, une personne qui a dans un état dépressif, peut avoir envie, qu'on la soutienne, ou qu'on lui manifeste de l'empathie, de la compréhension, peut avoir envie qu'on supporte, sa mauvaise humeur. Et je pense qu'une des dernières choses qu'elle a envie d'entendre, en tout cas, c'est une conclusion partagée, de façon quasi universelle, je pense, c'est qu'elle devrait, faire un effort pour être un peu plus, positive, et faire un effort pour être un peu plus, enthousiaste. Et malheureusement, c'est souvent des choses qu'on retrouve en entreprise, cette injonction à la positivité, au fait de toujours, voir les choses, le verre à moitié plein. C'est quelque chose implicitement on véhicule malgré nous et une culture qu'on fait, perdurer peut-être un peu trop souvent. Et même à titre personnel, si si vous n'avez pas envie de soutenir une personne qui va pas bien, au moins, ne l'enfoncez pas, fichez-lui la paix. Juste, on va pas forcer les gens à soutenir s'ils ont pas envie de soutenir, parce que si c'est pas sincère, ça a aucun intérêt. Mais, si on voit quelqu'un qui a besoin d'être isolé pour être au calme, d'être tranquille, faut aussi respecter le fait qu'on n'a pas envie, d'être dans un open space avec 25 personnes à faire, «wouhou» à chaque fois qu'il y en a un qui voit une vidéo de chat ou, n'importe. Il y a des moments, on a juste envie d'être tranquille, de mettre notre casque et d'écouter notre musique sans forcément avoir des interactions avec tout le monde. Voilà, donc il y a ces 2 points. Hem, Hem, ouais, Vas-y tu veux Arthur, la faire? Ouais? OK. vas-y, vas-y. Hem, du coup, c l'autre chose qui est importante dans la vie en équipe, c'est qu'on soit basé sur une base d'entraide. Donc ce que j'appelle l'entraide, c'est,
une façon désintéressée de s'occuper des problèmes des autres. Et donc, par exemple, si j'ai un collègue qui a un problème, quel qu'il soit, et qui me demande de l'aide, je vais aller l'aider, et peu m'importe que, en fait, ma propre tâche prend du retard ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose que je peux expliquer, et que de toute façon, dans beaucoup de cultures, ça sera même valorisé, que l'entraide sera valorisée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif en termes de vie d'équipe. Moins positif, du coup, ça va être les aspects de compétition, ça va être les aspects de dire un tel a fait plus que l'autre en termes de vélocité ou ce genre de choses, parce que même dans des cadres pseudo-agiles, il y a des gens qui s'amusent à calculer ce genre de choses. Et faire du blame game autour de un tel a provoqué des bugs, un tel a craché la production, etc. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines cultures, on va dire, d'équipe, pas toutes, je pense que c'est plus rare, mais dans une moindre mesure, et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, parce que c'est des choses qu'on peut mal vivre tous autant que nous sommes, et peut-être plus intensément quand on est dans un cadre d'atypie. Je ne vois rien à ajouter, Arthur a tout dit. Je te laisse Le conclure, mot du coup. Pardon? Je te laisse conclure. D'accord. Bon, on a encore un slide. Ah, Le mot de bienveillance a souvent été galvaudé, toujours utilisé, il faut de la bienveillance, etc. C'est pour ça qu'on a rajouté le mot attention. Mais attention dans le sens être attentif. C'est-à-dire que quand il faut pas de la bienveillance à outrance, il suffit juste d'observer les personnes, d'essayer de les comprendre, et si nous, on peut pas les aider, d'essayer de trouver quelqu'un qui peut les aider, quelque chose qui peut les aider, mais surtout ne pas tomber dans l'indifférence. Oh, il va mal, il me gonfle, qu'il se débrouille, je vais le laisser dans son coin. Et surtout, je vais pas essayer de trouver quelqu'un ou quelque chose qui peut l'aider si moi j'ai pas envie de le faire. Voilà. Donc il y a cette notion d'indifférence qui fait que qui peut être assez mal vécue. Personnellement, moi, si on fait une réunion avec un tour de table et qu'on m'oublie, je me sens détesté par tous mes collègues. Et je perçois ça comme de l'indifférence, alors que c'est juste un oubli des collègues. Mais voilà, c'est quelque chose qui est, alors c'est vrai que c'est énergivore, et rester, un petit peu attentif à toutes les personnes qui sont autour, savoir comment elles vont, juste leur demander un «ça va» une fois, ça fait pas de mal finalement. Et derrière, on sait comment réagir. Voilà. Allez, Arthur, je te laisse conclure sur ce slide. d'accord. Du coup, je sais pas, j'ai pas réfléchi à une conclusion sur tout ça, mais j'espère que vous en avez retiré quelque chose sur tous les points qu'on a présentés. Nous, on espère foncièrement voir le sujet émerger un peu plus souvent, que ce soit au niveau de la société, mais surtout de l'entreprise en général. Savoir comment on peut être mieux intégré, comment on peut faire en sorte de fonctionner ensemble de façon plus sereine. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que notre avis est pertinent pour vous. Donc C'était voilà. super. Merci beaucoup, 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 vraiment. Waouh! C'est une sacrée claque, hein, votre conférence quand même, hein. Je sais pas si vous en rendez compte, mais ça impacte, hein. Non. Ouais, bah, écoutez, moi, je suis émue, hein, je vais pas me cacher comme d'habitude, mais franchement, non, c'est très fort parce que ça me rappelle, moi, certaines choses que j'ai pu voir ou vivre dans la tech. Quand vous parlez surtout de la culture, d'une certaine forme de culture qui, sous couvert, d'agilité va faire passer des concepts, vraiment passifs-agressifs, de la compétition, très malvenue. C'est super dur à vivre.
Très franchement, il y a tellement de choses comme ça que j'ai pu voir. Bah, voilà, on a un commentaire qui fonctionne très bien avec ce que j'essaie de dire. Céline qui dit: «Oh oui, j'ai entendu. Oh, tu n'apparais pas dans le top committers du projet. Oui, je suis arrivée sur le projet 6 mois après toi et contrairement à toi, j'évite de coder des bugs, donc je ne fais pas une deuxième PR, après chacune de mes PR pour fixer mes bugs». C'est C assez réaliste, je trouve. Oui, c'est bien de pas se laisser faire en tout cas, parce que c'est vrai que le commentaire, paraît innocent Mmh. et factuel, mais il cache, quelque chose de assez vicieux. Complètement et je crois que c'est vraiment ce truc-là où, quand on utilise, l'agilité pour, finalement faire transparaître tout un délire, de compétition, malaisante et de productivité aussi, hein et tout ce que ça induit malheureusement, ça crée quand même des disparités dans l'inclusion et notamment ce dont vous parliez, finalement le bore-out, le burn-out, toutes ces choses-là qui paraissent, on va dire, du vocabulaire tendance, mais qui n'est malheureusement pas, enfin, c'est pas une tendance. En fait, les gens sont réellement impactés par ça. Je disais dans les commentaires que les risques psychosociaux sont bien réels, je tenais à souligner ça par rapport à vos prises de position. On a Angie qui dit: «Merci beaucoup, vous dites les termes». Donc voilà, on a Xakan qui dit: «Et puis il y a aussi la qualité du commit et le travail en amont. Je peux faire 40 pull requests par jour, mais si à chaque fois que j'en fais une pour déplacer une parenthèse». Et oui, et oui, oui, oui. On est Ça, assez, c'est ma spécialité. on est assez alignés avec le fait que, l'idée c'est juste de travailler en harmonie et avec, de la vraie bienveillance pour le coup, comme vous étiez en train de le souligner, de l'attention, faire vraiment gaffe à l'autre personne et à la différence que cela implique dans les équipes. Hop, on a eu Angie qui disait: «Je plus sois, le cadre agile me permet tellement de mieux comprendre l'environnement de travail. Il rend explicite plein de fonctionnements, d'attentes, de besoins et ça répond à un de mes besoins importants. Les rituels, les habitudes, la régularité, c'est hyper important pour beaucoup de neuroatypiques». Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça, vous, ou pas? Bah, moi je suis complètement Ouais, d'accord, hein. ouais, ouais, complètement d'accord et il y a le côté préparation. Il y a quelque temps, j'avais, dans un emploi précédent, on m'envoyait en déplacement, mais j'avais les infos du déplacement 24 heures avant Oui, et ça, c'est typiquement le genre de chose qui va me faire passer, des nuits blanches, clairement, parce que j'ai besoin que tout soit, prêt au moins 3 jours avant pour que je sache où je vais, comment j'y vais, ce que je vais y faire, le temps que je vais y rester et cetera. Sinon, je me sens pas en sécurité. C'est important que tu mentionnes ça. J'ai aussi eu, le cas pour mes déplacements professionnels à Marseille. Moi, le premier déplacement professionnel, j'ai demandé à mon conjoint de venir parce que j'étais, tellement pas rassuré d'être capable de prendre l'avion à temps et de faire tous les transits, en arrivant à l'heure, que d'arriver dans une ville inconnue et tout ça, c'était une angoisse telle que j'ai demandé à mon conjoint de venir. Donc effectivement, les déplacements pro, c'est une vraie source d'anxiété et c'est important de le prendre en compte. complètement. Je pense qu'il y a ce truc du changement, en fait. J'ai l'impression qu'il y a toute cette anxiété qui est liée au changement, qui va beaucoup impacter, les personnes neuroatypiques. Cependant, on a un léger contre-exemple qui est amené par Xakan, qui explique: «Ça a peut-être été abordé, mais ma difficulté, bien à moi, que je ne considère pas universelle, c'est que j'aime les boulots à adrénaline et j'aime toutes les situations d'urgence». Donc vous voyez, là, on est dans vraiment l'extrême inverse de ce que vous étiez en train de souligner. Mais s'il y en a trop, je me perds et j'oublie beaucoup. Comment peut-on contrer ce biais-là? Et comme vous pouvez vous en douter par rapport à son commentaire, évidemment qu'il a Je un suis très peu DPH. surpris. Mais alors voilà, là, je vais rebondir. J'ai parlé d'une personne qui s'était burn-out, en quelques mois, sur son premier emploi. Cette personne était aussi, trouble, TDAH, donc ADHD en anglais, mais voilà et je pense que c'est une vulnérabilité particulière. En fait, c'est quelque chose, une vigilance particulière à avoir par rapport à cette envie de toujours être les pompiers sur, ce genre de chantier et je j'ai pas de solution. Après, c'est la façon de chacun de le gérer, mais je pense qu'on reste quand même dans cet idéal de: il faut un rythme soutenable,
il faut que ce soit pas trop tout le temps la guerre, etc. Il faut des moments de repos aussi, etc. Donc ça reste, je pense, essentiellement vrai même pour ce genre de cas. Il y a aussi en fait, on a une contradiction, c'est-à-dire qu'il faut du changement pour éviter le bore-out, mais on a peur du changement. C'est quelque chose qui est un peu, et en fait, ça peut s'expliquer. C'est-à-dire que les tâches répétitives vont entraîner un ennui, on a besoin de changement, mais il faut que ce changement soit cadré. C'est-à-dire qu'on va avoir, on peut avoir à gérer des situations d'urgence. Je sais pas, un ops qui va avoir à gérer des serveurs qui tombent. Par contre, ça va être sur des technologies qu'il maîtrise, ce genre de choses, et ça va lui permettre d'être quand même en terrain connu. Mmh. Et ça permet d'avoir à la fois du changement dans la situation, parce que c'est une nouvelle urgence, mais en même temps d'avoir un cadre fixe qui est le contexte. Complètement. Super intéressant et très raccord avec ce que vous êtes en train de dire. On a Angie qui est en train de souligner un point, que vous abordiez un peu plus au début de la conférence, donc ceux qui nous ont rattrapés en cours de route, ça fera un petit, rewind. Il faut mentir dans ces entretiens, ça manœuvre tellement qu'on en fasse une norme et de mon point de vue, c'est tellement une mauvaise base pour une relation sereine employé-employeur. La vérité ressort toujours et ce n'est pas bon pour personne quand on cache des besoins de l'un ou de l'autre. Moi, Ah, ça m'a vraiment, fait me rappeler d'un truc qui est, connu en recrutement, qui, génère ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si vous connaissez ce jargon-là, mais ce qu'on appelle un faux positif. Dans le recrutement, souvent on a ce biais, c'est que le recruteur, la recruteuse, le talent acquisition manager, le manager ou, la personne, RH, DRH qui va faire passer les entretiens, s'attend tellement à un comportement cliché et typique, de la personne qui va passer en entretien, que finalement elle va corroborer tout ce qu'elle imagine aux réponses de la personne, sans finalement se poser la question de si la personne qu'elle a en face est vraiment qualifiée pour le poste. Bien souvent, les personnes qui sont en situation de neuroatypie, comme vous en parliez, par stress, par, anxiété, par situation de malaise, vont se trouver très lourdement impactées et en fait, on a ce truc-là où parfois on va avoir aussi le biais, qu'on a aussi dans la tech, hein, des personnalités qui sont un peu plus rockstar, qui sont un peu plus extraverties, qui vont passer et qui sont pas nécessairement qualifiées et de fait, ça crée ces faux positifs-là et des profils comme les vôtres qui peuvent vraiment passer à côté de belles opportunités et qui auraient été bien plus indiqués pour ce travail-là. Je ne sais pas si vous avez, des idées, mais en tout cas, nous, on se posait la question avec Lisa, c'est comment, en fait, on peut faire pour modifier les processus de recrutement pour être plus inclusif, envers les personnes qui ont des différences psy. ouais. Alors c'est une question qui est pas facile à craquer comme ça là, j'imagine. Mais ça a déjà été abordé, je pense, pendant la précédente conférence, donc j'ai des éléments de réponse, on va dire. Moi, je crois fondamentalement que beaucoup de processus de recrutement sont des tests pour savoir si... Enfin, les candidats le vivent comme étant une expérience pour savoir s'ils vont être capables de mentir. Quand on vous demande votre liste de qualités, votre liste de défauts, quand on vous demande qu'est-ce qui vous motive pour travailler chez nous, clairement, on attend quelque chose de très formaté et de très insipide, en fait, qui va être de l'ordre du Alors qu'on est tous mensonge. là pour l'argent. Voilà, qui va être de l'ordre du mensonge le plus souvent. Exactement, on est tous là pour l'argent. Je pense que c'est une vérité évidente, mais c'est pas une vérité que le recruteur a envie d'entendre, du moins pas toujours. Et je pense que, enfin, on s'imagine que c'est pas ce qu'il a envie d'entendre en tout cas. Je j'ai pas la solution et le problème est que même, du point de vue de nos attentes en nous, en tant qu'atypiques, on peut pas même être complètement honnête parce que comme je l'ai dit, moi j'ai dit à des employeurs que j'avais des attentes de type, moins de stress, de type, rythme soutenable et ce genre de choses et on m'a montré la porte. Et en fait, je me rends compte en fait que malheureusement, dans un cadre aussi formel que l'entretien d'embauche, moi j'ai pas de souci à dire que l'honnêteté a énormément de vertus. Je pense que dans n'importe quelle relation long terme, il faut de l'honnêteté, mais l'entretien d'embauche est malheureusement pas propice à ça et je le regrette, mais
Je pense qu'il y a une limite à l'honnêteté qu'on peut avoir là-dedans. Si on veut faire mieux, je j'ai pas tellement de réponses en vérité. Mais peut-être, essayer d'éviter d'amener les candidats à mentir. À part ça, je vois pas. Tu voulais rajouter quelque chose toi, Benjamin, ou pas? Par rapport à ça? Non, pas spécialement. Je vois passer un commentaire de Céline à l'instant qui parle de vérifier la qualité du sommeil. C'est pour moi quelque chose de primordial, c'est-à-dire que, j'ai un sommeil très chaotique et que la moindre contrariété, en tant qu'HPI, dans certains des symptômes, il y a l'esprit d'escalier, c'est-à-dire que si j'ai passé une mauvaise journée, je vais passer 4-5 heures avant de m'endormir à me dire: «J'aurais dû dire ça, la personne aurait répondu ça, j'aurais dû répondre ça» et cetera, et je vais Mmh. refaire le match pendant des heures et je vais pas dormir, et derrière, le lendemain, ça va être dur d'aligner une journée, cohérente et performante. Donc effectivement, le sommeil est un point, vraiment important. Perso, j'essaye de pas trop tomber dans les somnifères parce que, c'est pas un truc, qui est valable sur le long terme, mais voilà. Complètement. Xakan qui précise, qu'en effet, c'est bien de la pensée en arborescence et que c'est épuisant. Visiblement, on est assez tous concernés par la question. Ça me fait rire parce que forcément, je me retrouve dans ce dont on parle. Hem, Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Angie qui disait: «Autre particularité chez certains neuroatypiques, quand on fait un truc, on le fait à fond. On le fait ou on le fait pas. Ça peut partir en hyper focus sur le sujet, au point d'oublier des heures de travail et de s'épuiser. J'ai pas encore trouvé la solution miracle pour pas foncer dans le risque du burn-out ou quand ce que je fais me passionne». Il y a un vrai challenge, aujourd'hui, je pense, dans, la pensée, de la passion dans notre industrie. Je crois que c'est l'un des concepts qui met le plus à mal, finalement les personnalités, neuroatypiques puisque jusqu'où on met la limite dans le côté passionné? Qu'est-ce que ça sous-entend, sur des profils comme ça qui ont des moments d'hyperfocus, des risques de burn-out qui sont aggravés et de fait, des prises en compte sérieuses des aménagements dans le recrutement et dans les onboarding, les intégrations et cetera qui sont pas prises au sérieux. Qu'est-ce que J'aimerais bien revenir sur ce concept de passion. Qu'est-ce que vous, ça a impliqué, chez vous, un peu cette «tyrannie» entre guillemets, du dev passionné, quoi? Arthur? Alors, moi, j'ai plaidé coupable sur le dev passionné parce que je pense que beaucoup de gens me décrivent comme un dev passionné. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Je pense que j'ai beaucoup de passion, dont le dev, mais je pense que j'ai tendance effectivement à me reconnaître dans le fait de quand on fait un truc, on le fait à fond. Et je pense que la vraie difficulté, elle est pas forcément le fait de compter ses heures ou compter son temps, parce qu'en fait, ce temps-là, on le déroule presque sans effort. C'est plus dans le fait de démarrer quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et là, ça peut être vraiment très, très, très compliqué. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop. Je m'inscris pour les solutions à nouveau, hein, parce que là, j'ai pas trop d'éléments. C'est de la régulation personnelle après, donc c'est le travail qu'on peut faire avec un psychiatre, avec tout ça, sur la façon d'être moins extrême sur ses tendances à soi personnelles. Mais j'ai pas de solution professionnelle à ce genre de sujet. Moi, on va dire que j'ai un combo avec le harcèlement que j'ai pu subir au niveau professionnel. Je vais passer des heures à coder un truc, même le week-end, même, parce que j'aime ça. En fait, vu que j'ai le cerveau qui s'arrête jamais de fonctionner, bah, je fais un sudoku, je fais du code, c'est pareil pour moi, c'est juste un exercice mental, et par contre, quand j'arrive à 99 de réalisation, je procrastine à mort. C'est-à-dire que le dernier pourcent, je le fais quasiment jamais parce que j'ose pas relâcher le truc. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un collègue derrière qui mette un grand coup de pied au derrière pour me dire: «Allez, bouge, c'est bon ce que tu as fait, tu peux y aller», mais voilà, je cumule les 2 en fait et c'est assez, épuisant. Ouais.
Ouais, j'ai aussi ce défaut de jamais, réussir à finir. J'ai plein de projets pas finis, parce que quand je dis que je suis passionné pour démarrer, mais pour finir, c'est moins la passion. C'est ça. Bon, Ouais, je bah, vois l'heure qui passe, je voudrais pas déborder sur, la table ronde. non, t'inquiète pas, en fait, on a encore plein de commentaires qui sont en train de de D'accord. s'afficher. Arrêter son cerveau, c'est difficile et quand il s'arrête, c'est le moment où il aurait dû fonctionner. Ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont, se retrouver là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Angie qui dit: «Faudrait des garde-fous qui ne soient pas la personne neuroatypique, mais en même temps, c'est compliqué de le faire sans infantiliser, à part interdire de bosser en dehors de certains créneaux horaires» et oui, c'est un véritable Oui. enjeu. Moi, j'essaie de m'interdire de travailler, en dehors de certains créneaux horaires. Je me dis que, par exemple, poster des messages, qui sont en dehors des créneaux horaires, je me refuse à le faire parce que je il y a une des raisons objectives, c'est que ça incite mes collègues à faire pareil et je me Ouais, dis: «S'ils sont vulnérables, s'ils ont la même s'ils sont connectés à ce moment-là, mais qu'ils ont cette même sensibilité à s'auto-exploiter d'une certaine façon», c'est ce que j'avais repris dans la slide, mmh, et ben, je vais les faire tomber dans cette faille-là et j'ai pas envie d'être, responsable de ça. Donc déjà, rien qu'au niveau de la messagerie, je me modère et après, ce qu'on peut faire sans interagir avec, la messagerie, l'ticketing et cetera, ça reste toujours un peu limité. Hem, donc on peut démarrer tout un tas de projets un peu fous, mais c'est pas, c'est déjà quelques garde-fous mentaux qu'on peut s'imposer à mmh, soi. Mmh. carrément. Le fait de ne pas vivre seul, moi, ça m'a aidé à me cadrer, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'attendais que ma femme se couche pour aller coder et je codais jusque vers 4-5 heures du matin le week-end. Maintenant, je m'interdis de, faire ça quand elle est, à la maison et ou qu'on peut être ensemble ou Mmh, avec les enfants. C'est-à-dire que, je vais, la nuit, je code plus, ça c'est hors de question, quand elle se couche, moi j'éteins tout et et pareil, voilà, si je dois faire quelque chose le week-end, c'est les week-ends elle travaille et au moins je sais que, j'aurai pas de derrière parce qu'il y a souvent un sentiment de culpabilité, de dire, «Je l'ai délaissé parce que mmh. j'étais dans ma passion». Donc maintenant, c'est ça aussi qui, moi, me sert de garde-fou. Complètement. C'est vrai qu'on a beaucoup cette problématique-là, chez nous, donc beaucoup d'empathie par rapport à ça, honnêtement. Je crois qu'on n'a plus trop de réactions là. On a, par des personnes qui sont en train de nous dire qu'elles ont dévié dans le chat, mais c'est bien, hein, continuez de discuter, c'est hyper important. Au moins on a quand même, une petite communauté émergente qui est là et c'est super cool. Bah, hop, il y a Xakan qui s'en va et qui nous dit: «Bonne journée, merci beaucoup». Ben, merci à toi, merci d'avoir, pu être présent et d'avoir autant interagi, c'est super cool. Merci. Merci à toi Benjamin, merci à toi Arthur. Vraiment un grand merci à vous 2 pour, ben, cette conférence qui a été, super passionnante, et qui fait appel à énormément, de compassion. Je pense que c'est vraiment le maître mot, avoir du cœur, faire preuve d'écoute et s'adapter. Finalement, ça rejoint assez bien ce que nous on défend chez Paterne, donc vous voyez? Il y a un bel, alignement, des astres. Je vais vous laisser, repartir en coulisses, du coup, Benjamin et Très bien. Arthur. Un Merci, énorme merci. merci, bah, avec Je plaisir. voulais vous remercier, Merci beaucoup. Paterne. Toi, merci pour la proposition, donc c'était un plaisir. Super, merci Merci à infiniment. vous. Ciao.